Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une dizaine de personnalités haïtiennes ont vu leur visa révoqué par le département d'État américain. Selon le diplomate Brian Nichols, qui n'a cité aucun nom, ces personnes ont des liens avec les gangs. Des voix continuent de s'élever pour dénoncer la demande du gouvernement haïtien auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. Une nouvelle présence des casques bleus en Haïti n'est pas nécessaire, selon Maître Marc-Antoine Maisonneuve. Les banques commerciales fonctionneront exceptionnellement le mardi 18 octobre en compensation de la journée du 17 qui est fériée et chômée. Toutefois, les mesures prises depuis le 1er octobre sont toujours en vigueur, rappelle l'association. L'espace de mobilisation nationale, EMNA, s'oppose à un déploiement de forces armées étrangères sur le sol haïtien. Annonçant une grande mobilisation devant l'ambassade américaine le lundi 17 octobre prochain, l'EMNA continue de réclamer le départ du Premier ministre Ariel Henry. Par ailleurs, le porte-parole de cette structure, Maître Marc-Antoine Maisonneuve, reproche au gouvernement canadien de retarder la livraison des équipements commandés par les autorités haïtiennes pour renforcer la PNH, alors que le Canada préfère soutenir le retour des casques bleus dans le pays. Suivez les propos de Maître Marc-Antoine Maisonneuve. Nous dit très clairement que nous ne sommes pas d'accord avec le déploiement de la force spécialisée internationale et armée sur le territoire sacré de Jean-Jacques Dessalines. Nous disons clairement par là que si, effectivement, nous acceptons que y ait une autre mission onusienne rentre dans le pays, eh bien, c'est la structure criminelle PHTK qui pourra le renforcer. Mission onusienne, ça rentre en Haïti, c'est avec le peuple là que nous prenons la bataille. Voilà pourquoi nous autres, dans l'enceinte de l'espace de mobilisation nationale, on s'y oppose catégoriquement. Nous n'avons pas de problème avec une assistance technique. Nous n'avons pas de problème avec l'arrivée des experts qui pourraient accepter d'accompagner, de donner des supports, des aides, des assistances à policiers nous pour nous voir comment nous arriver à résoudre le problème ça là. Pour nous voir comment nous arriver à combattre l'ambiance d'insécurité, combattre l'ambiance de kidnapping, combattre l'ambiance de massacre, d'assassinat, d'exécution et la trier. Mais en ce qui a trait à fait déploiement force spécialisée armée ça, il n'est pas bon pour nous. Si on vient, c'est renforcer pour renforcer l'oligarchie, c'est renforcer pour renforcer la bourgeoisie, c'est renforcer pour renforcer l'équipe PHTK qui a fini avec le peuple là. Donc c'est renforcer pour renforcer l'embut pour contraindre nous à accepter l'augmentation des prix du carburant. Et c'est ça que fait le 17 octobre cap vin là, nous toutes nous prenons aller directement devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour nous dire que nous comprenons profondeur, hypocrisie. Stanley Lucas estime que la mission de Brian Nichols n'a pas fait avancer la démocratie en Haïti. En outre, il émet des doutes sur la représentativité de la classe politique avec laquelle le diplomate américain s'est entretenu et juge que des sanctions ne vont rien changer à la situation. Il propose un dispositif censé être plus efficace tout en respectant la souveraineté haïtienne. Suivons l'analyse de l'expert en question de démocratie, Stanley Lucas. Si l'on veut avancer la démocratie et le régime de la loi en Haïti, on sait que la Constitution d'Haïti est très claire. Dans son article 149, lorsqu'un président est assassiné,
On ne peut pas installer un président provisoire pas avant le vote du peuple. Durant cette période de transition, c'est un premier ministre qui doit diriger le pouvoir exécutif avec son cabinet ministériel. Dans les deux scénarios, qu'Ariel Henry parte ou qu'il reste, ce devra être un premier ministre. Il n'y a pas d'accord dans la Constitution de 1987. La deuxième chose, c'est la nature des rencontres. Et lorsqu'on regarde et on constate qui il a rencontré, tête syndic de Lavalas, Fridjean de Lavalas, Magali Como, il a rencontré le secteur privé. Quand on prend la panoplie de personnalités que le sous-secrétaire d'État américain a rencontré, que l'on compare ces gens aux résultats des 5 dernières élections de notre pays, ces gens n'ont aucune représentativité politique en Haïti. C'est ce que l'ambassadeur d'Albanie avait dit à la réunion du Conseil de sécurité. La classe politique haïtienne n'a aucune connexion avec les revendications populaires. Il n'y a aucune sensibilité de cette classe politique avec les revendications populaires. C'est pourquoi la classe politique et la classe des affaires n'arrivent pas à avoir de connexion politique et électorale avec le peuple. Et c'est pourquoi ils sont forcés à chaque fois d'organiser des magouilles pour faire des coups d'État. Donc aujourd'hui, l'administration américaine peut aider au rétablissement de la sécurité, de la stabilité politique en Haïti et de la démocratie en prenant des décisions qui correspondent aux revendications populaires. Ils doivent faire des choses très simples. La première chose à faire, c'est de respecter notre Constitution. La deuxième, c'est donner à l'armée et à la police les armes et les équipements dont ils ont besoin, pas une intervention militaire. La troisième, les visas révoqués ne vont rien faire. Parce que, par exemple, il y a un dirigeant de SDP, on avait révoqué son visa, il a été rétabli 4 mois plus tard. Si les Américains veulent aider à la stabilité politique, à travers le département du Trésor des États-Unis, c'est sanctionner les 14 catégories en Haïti qui sont impliquées dans la violence des gangs, dans le trafic des armes et la violence politique. Et la liste est simple sans citer de nom. Les oligarques, il y en a 15. Les anciens présidents d'Haïti impliqués dans la violence, il y en a 3. Les officiels du gouvernement, il y a 13. Les sénateurs en fonction, il y en a 3. Les anciens parlementaires impliqués dans les gangs et dans la violence, il y a 17. Les membres du CSPJ et les juges qui sont dans la corruption avec les gangs, il y a 32. Le commandement de la police qui est impliqué dans l'organisation criminelle Fantôme 509, il y a 4. Les policiers qui sont dans les gangs, il y a 80. Les leaders politiques qui font partie des gangs, il y a 8. Les chefs de gang, il y a au moins 53. Et les membres de la Cour des comptes impliqués dans la violence, il y a 2. Droits humains, 3. Journalistes, 4. Les lobbyistes étrangers qui supportent la violence à Washington, il y a 2. C'est une liste de 14 catégories. Dans chaque catégorie, il y a un homme. Si on bloque leur compte en banque, en 72 heures, la violence sera réduite de 70% en Haïti. Pas des interventions militaires ni la révocation des visas qui va changer la dynamique. C'est des actions sérieuses. Les autorités américaines ont déjà révoqué les visas de 11 personnalités haïtiennes selon des responsables du département d'État américain. Ces personnes sont en lien avec les gangs armés, révèle Brian Nichols. Toutefois, le diplomate refuse de citer des noms, arguant de la nécessité de garder la confidentialité. Le parti politique Victoire dénonce les actes criminels dont sont victimes des membres de la population et notamment les cas d'agression sexuelle sur de nombreuses femmes à Canaan. L'entité politique exige que des mesures soient prises par la police nationale afin de lutter contre le grand banditisme dans le pays. Fednel Monchéry, qui est responsable de cette structure, déplore que les gangs soient alimentés régulièrement en armes et en munitions en vue de continuer leurs exactions. Suivons ses propos. Mais si la police a une stratégie pour récupérer tout nèg ça tout vivant, je dois dire, pas dit problème n'a résoudre non, même information n'a connaît qui moun qui ba aux armes ça. Qui côté acheter bien sûr. Parce que zam de longue portée ça et pas $100 vendre. Qui côté acheter? Qui moun qui ba aux munitions pour yo? Qui moun qui ba l'argent?
Et qui moun, yo kon fait zak pour yo, assassinat, enlèvement, kidnapping, massacre et la trier. Donc dans ce sens-là, nous-mêmes nous disons que la police pour jouer, faire un pile vigilance, un pile stratégie, bien que l'on a une situation difficile. Parfois, on sent que la police est fatiguée, parce que ça, ce n'est pas pratique. Goumen face avec moun sa yo, c'est à prendre espace dans main pour établir la paix. Mais parfois, la police n'a pas de moyens pour ça. Donc, nous-mêmes, nous conseillons, nous suggérons, toute force que le gouvernement a demandé, il faut aller dans le sens, ligne droite, renforcer la police là, renforcer l'armée d'Haïti, pour que c'est la dernière fois, pour arrêter comme ça qui prend, pour demander force étrangère par le biais qui est à l'intérieur de un convoi humanitaire pour ta fouler sol là. Donc, pas aucun sentiment nationaliste qui vous traverser pour accepter ça qu'a fait en d'un pays ça. Comme on dit encore, tout secteur frappé. Et nous dit encore, au niveau victoire, plateforme victoire et réponse paysan, nous pas pour que personne ne mourir. Nous pour lumière pour fait sous quantité d'âmes qui ont dans le pays ça et auteur, co-auteur, moun qui baille don l'argent manger pour paraître devant la justice. Puis rendre compte de tort que vous fait pays ça. Et en pile dans moun ça yo, pays a aidé en pile, pays a supporté en pile, pays a ba l'école, pays a l'université, pays a le travail, pays a espace, pays a le pouvoir. Mais vous utilisez force ça, vous utilisez énergie ça au lieu de participer pour construire le pays et détruire le pays. L'Association professionnelle des banques, APB, annonce que les succursales des banques ne fonctionneront pas le 17 octobre prochain, qui est un jour férié. Néanmoins, en compensation, les banques ouvriront leurs portes les mardis 18, mercredi 19 et vendredi 21 octobre, a rappelé que les banques fonctionnent actuellement les lundis, mercredis et vendredis depuis le 1er octobre 2022, une décision qui a été prise par l'APB en raison de la crise des produits pétroliers. En 72 heures, les cas suspects de choléra ont augmenté de 250% dans 3 départements. Le choléra se répand à travers le pays selon le dernier bilan de la Direction d'épidémiologie des laboratoires et de la recherche du ministère de la Santé en date du 11 octobre. Pour la période allant du 9 au 11, le total des cas suspects incluant le pénitencier national, se monte à 560, plus 150%, contre seulement 224 le 8 octobre. Celui des cas confirmés passe de 32 à 47 en 3 jours. Le nombre total des décès, incluant le pénitencier national, est de 35, soit une augmentation de 118% par rapport au 18 octobre dernier. La question qui, depuis quelques jours, retient l'attention de tout le monde en Haïti est celle de la demande du gouvernement d'Ariel Henry auprès de l'ONU d'envoyer une force militaire internationale dans le pays pour, en particulier, rétablir un climat sécuritaire. Pour parler de cette question qui, comme je l'ai dit, est dans tous les esprits et qui fait beaucoup parler, beaucoup réagir, nous avons avec nous ce soir sur le plateau de Métro News M. Pierre-Antoine Louis, ancien diplomate, spécialiste de relations internationales et également ancien militaire. Bonsoir M. Louis, bienvenue. Bonsoir M. Kang. Bon, alors, comme je l'ai dit, cette demande du gouvernement haïtien d'Ariel Henry auprès des Nations Unies demande d'intervention d'une force militaire internationale. Dès qu'on prononce ces mots-là, on a en tête MINUSTE, MINUSTA, 15 ans d'occupation qui finalement n'ont pas donné de grands résultats, sauf de nous avoir fait cadeau du choléra, avec le contingent népalais qui a souillé l'Artibonite. Alors,
Aujourd'hui, quand on parle d'intervention militaire sur le sol haïtien, comment est-ce que vous voyez cette question? Quelle est votre première réaction? Bon, ma première réaction, c'est que le gouvernement haïtien accepte qu'il soit incapable de juguler la crise sécuritaire, qu'il soit complètement dépassé par les événements. Il y a un constat d'échec de la bouche même du Premier ministre. Oui, correct. De ce fait, au niveau juridique, sur le plan international, ça, au fait, interpelle la communauté internationale, particulièrement le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi? Parce que Haïti, membre fondateur de l'Organisation des Nations Unies, estime que son gouvernement n'est pas capable d'assurer ou bien encore de protéger les vies et les biens, puisqu'Haïti n'existe pas en autarcie, et puisqu'il existe une doctrine en matière de promotion et de protection des droits humains, ou encore quand un pays constitue une menace à la paix et à la sécurité nationale, il existe, dans la zone, oui. Il existe une doctrine de responsabilité de protéger. La responsabilité de protéger les Haïtiens, bon, les femmes enceintes qui ne peuvent pas aller à l'hôpital, les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, ceux qui souffrent d'insuffisance rénale, qui ne peuvent pas obtenir le dialyse, oui. Et puis bon, toutes sortes de situations, les prisonniers qui n'ont pas à manger et qui meurent de faim. Et aussi, bon, les Haïtiens qui ne peuvent pas vaquer librement à leurs occupations, les denrées agricoles qui ne peuvent pas circuler librement à travers le pays, la flambée des prix, ainsi de suite. Donc, les Haïtiens se trouvent dans un engrenage particulier. Et si l'on voit la situation dans ce contexte, ce serait même osé de ne pas peut-être recourir à une certaine assistance de la communauté internationale. Dans ce sens, maintenant, il reste à voir quel comportement la communauté internationale va adopter. Bon, nous avons des signaux à la fois du gouvernement américain, de la bouche même du secrétaire d'État, disons ministre des Affaires étrangères des États-Unis, Anthony Blinken, oui. et aussi du secrétaire général des Nations Unies, qui dit avoir transmis la demande au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est directement interpellé. Il y avait par la suite, avant ça d'ailleurs, le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Luis Almagro. Bon, l'OEA n'est pas en mesure, n'est-ce pas, de mobiliser des troupes, non. Mais ça apporte quand même un soutien politique de taille à Haïti. Donc, dans ce sens, on sent qu'il y avait une certaine préparation de l'opinion nationale et internationale, en commençant par la sortie de M. Almagro, qui avait fait un aveu en quelque sorte de responsabilité partagée de la part de la communauté internationale. Puis il y a eu la sortie de M. González, le conseiller spécial, senior du Conseil national de sécurité des États-Unis, de la Maison-Blanche, et aussi assistant spécial du président Biden pour les questions concernant l'hémisphère occidental dans lequel se trouve Haïti. Donc, et puis ensuite, il y a eu le fameux entretien du secrétaire général des Nations Unies à France 24, où il disait que, bon, il étalait surtout la situation d'Haïti, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Donc il y avait cette préparation-là. Et alors, le Premier ministre, qui a obtenu l'aval du Conseil des ministres pour adresser cette demande. Donc, il serait aberrant que le Conseil de sécurité n'en tienne pas compte. Oui. Aussi, bon, en matière diplomatique, à ce niveau d'engagement, à ce niveau de diplomatie, ça m'étonnerait énormément que le Premier ministre Ariel Henry n'aurait pas agi avec l'assentiment, je vais dire, à la fois du gouvernement américain, parce que c'est les États-Unis qui pilotent le dossier Haïti dans le Conseil de sécurité. Oui. J'ai du mal à concevoir que monsieur le Premier ministre de notre pays pourrait mettre les États-Unis d'Amérique dans une situation aussi difficile où les États-Unis auront à négocier avec la Chine
et avec la Russie, surtout, qui pourraient appuyer leur veto en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Donc, on pourrait croire, le diplomate que je suis veut croire que même si la Russie et la Chine vont tirer les pieds, la Chine pour les questions de Taïwan, la Russie pour les questions de l'Ukraine, mais pour préserver la crédibilité du Conseil de sécurité. Est-ce que ces deux pays veulent rentrer dans un bras de fer avec Washington pour Haïti, qui pour eux ne représente absolument rien, si ce n'est que pour tenter de débarrasser l'oncle Sam? Donc, à première vue, c'est ce que je vois. Oui, mais maintenant, du point de vue haïtien, parce que quand on écoute la rue, enfin, je vois aux nouvelles, quand on écoute la rue, l'idée même que des troupes étrangères puissent venir souiller le sol de Papa Dessalines, et j'emploie volontairement la comparaison, Papa Dessalines, c'est très mal perçu. Et on a même entendu, ça m'a surpris, un des manifestants dire qu'ils voulaient se débarrasser de l'influence américaine et qu'ils allaient tout faire pour rechercher l'appui des deux superpuissances que vous venez de citer, à savoir la Chine et la Russie. Donc il y a déjà au sein de ces gens-là, des manifestants, des gens qui pensent ou qui ont été préparés pour faire ce genre de déclaration. C'est presque menace que, en dehors les Américains, dehors le corps groupe, et on va chercher maintenant à faire alliance avec la Chine et la Russie. Alors, l'Haïtien que vous êtes, même si vous êtes peut-être plus américain qu'haïtien, mais en tous les cas, haïtien dans l'âme, fondamentalement. Cette idée d'avoir des troupes étrangères sur le sol d'Haïti, comment est-ce que vous ressentez ça? Bon, justement, j'allais vous dire que pour l'édification des téléspectateurs, que je possède la double nationalité. Très bien. Je suis à la fois haïtien natif natal, Nek Pétionville d'ailleurs, et j'ai grandi avec Métropole. Je possède également la nationalité américaine parce que j'avais naturalisé quand en 1985, j'avais 23 ans. Bon, écoutez, question de suivi personnel, bon, nonobstant. Alors, les téléspectateurs doivent le savoir, mais comprendre que quand j'interviens dans ce contexte, je le fais de façon, j'espère, objective, et quand je prononce mon opinion personnelle, je le fais savoir. Alors, ce que je pense, c'est que la situation actuelle d'Haïti ne peut pas laisser indifférente la communauté internationale. Il n'est tout simplement pas possible. On ne peut pas valablement regarder 12 à 13 millions d'habitants, je n'en sais rien, souffrir au point de ne pas avoir accès à l'eau potable, au point d'avoir une recrudescence du choléra. Absolument. Au point que des gens armés de façon illégale, les gangs armés occupent une portion significative de la capitale de ce pays, y compris la zone du port, la zone de stockage du carburant, qui est assiégée depuis maintenant 1 mois, 2 jours, depuis le 12 septembre, et ne pas se sentir interpellé. J'ai du mal à comprendre cette perspective qui consiste à dire, bon, les étrangers ne doivent pas pénétrer le sol haïtien, ainsi de suite, et surtout par des gens qui ont des attaches et des affinités aux États-Unis. Et pour la plupart, au fait, il existe peu d'Haïtiens de mon niveau qui n'ont pas leur famille, ou du moins leurs enfants, qui étudient aux États-Unis. Et leur résidence. Absolument, et y compris celui qui a fait cette déclaration. Donc, je ne vais pas attaquer quelqu'un pour avoir voulu offrir à ses enfants les meilleures opportunités. C'est normal, moi j'en fais la même chose. Mais il n'est pas réaliste de croire que le Premier ministre, docteur d'ailleurs, Ariel Henry, qui a prêté le serment d'Hippocrate, de ne faire aucun mal, de soigner les malades. Un monsieur qui a 72 ans, parce que vous savez, M. Klang, moi j'essaie de comprendre que j'ai affaire avec des êtres humains. J'essaie de mettre de côté
mes affinités ou du moins mon idéologie politique si j'en ai. Et pour faire un travail totalement, on va dire, aussi objectivement que possible, et comprendre que face à cette situation où la police nationale paraît totalement décontenancée. Par exemple, juste hier, hein, le porte-parole de la police nous a fait savoir qu'une mitrailleuse et qu'un blindé... Et un blindé, ouais, oui. Un véhicule blindé de la police aurait été, n'est-ce pas, saisi, saisi par des gangs. Mais bon, il y a des gens qui disent que c'est un arrangement. Bon, moi, je ne suis pas privilégié de cette information. Okay, je prends le porte-parole au mot. Voilà. Donc, dans un état d'esprit pareil, je crois qu'il serait malhonnête des dirigeants haïtiens de dire à la population nagez pour nous sortir dans cette situation, que vous n'avez qu'à vous débrouiller vous-même. C'est ça. Je serais malhonnête de ne pas comprendre qu'il existe un contexte international qui permet de trouver une formule pour assister à Haïti. Maintenant, il y a eu la ministre, comme vous avez dit, on ne va pas trop en parler, mais tout ceci a laissé des séquelles. Il y a eu 1915-1934 de la part des Américains. Il y a eu 1994 et le retour au pouvoir du président Aristide. Mais le dénominateur commun de tout ça, c'est l'échec des dirigeants haïtiens. C'est l'échec des élites haïtiennes. Donc, le peuple haïtien qui regarde cette situation-là, je suis presque persuadé que si... Bon, je suis persuadé, au fait, sans euphémisme, que s'il y a un sondage crédible, sérieux, je crois que le peuple haïtien, 8 ou 9 sur 10 haïtiens, consentirait d'être délivré de ce fléau qui met en cause même son humanité. Absolument. Hein, qui affecte même son humanité. Nous sommes en train de nous déshumaniser. Ouais. Donc, je suis obligé de dire que c'est quand même faire de la politique aérie, de croire que l'on peut demander à un peuple de continuer à exister dans ce contexte. Et la communauté internationale, après ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, vu la proximité d'Haïti avec une superpuissance américaine, et aussi ceux qui parlent de la Russie et de la Chine. La Chine n'en est absolument pas intéressée d'avoir un conflit avec les États-Unis pour Haïti. C'est une chose. Écoutez, avec tout l'amour que j'ai pour mon pays... Même pas pour l'Ukraine. Absolument. Avec tout l'amour que j'ai pour mon pays, je suis aussi nationaliste que le plus nationaliste. Mais il faut dire que parfois, le nationalisme est une forme d'entêtement qui est même bête. Si on n'a pas les moyens de sa politique pour permettre au peuple haïtien de respirer. Donc, et s'agissant de la Russie, mais nous sommes en train de voir en Ukraine que l'empereur, l'habit ne fait pas le moine. Que les Russes, eux-mêmes sont en train de constater que leur puissance militaire ne valait pas autant qu'ils le croyaient. Et qu'ils sont en train d'utiliser la menace nucléaire face à un petit pays, comparativement à la Russie, en termes de taille et en termes militaires, géopolitiques. Oui, non, mais même pas. Si aujourd'hui on faisait appel à la Russie, qu'est-ce que la Russie pourrait faire de mieux? Nous envoyer ses troupes Wagner? Voilà. Des mercenaires sanguinaires. Et pour lesquels on aurait à payer d'ailleurs. Absolument. Ouais. C'est pas gratuit. Non. Bon, maintenant, venons à l'essentiel. On a fait allusion à la MINUSTAH tout à l'heure. Ils ont justifié leur comportement par le fait que la mission qui leur avait été confiée était une mission d'observation, de stabilisation, comme son nom l'indique, mais ils n'avaient le droit de faire usage de leurs armes que dans le cas où ils étaient directement attaqués. Et c'est la raison pour laquelle on a eu pendant tout le temps de leur présence des scènes où on voyait les fameux blindés blancs UN avec des grosses mitraillettes sur le haut assister paisiblement à des actes de pillage sans intervenir. Mais ils n'en avaient pas le droit. Ouais. Alors, est-ce que la question fondamentale aujourd'hui, et c'est celle que tout le monde attend, est-ce que ce n'est pas quels sont les termes qui vont être retenus pour définir la mission de cette fameuse troupe? Parce que le gouvernement, dans sa lettre, a précisé qu'il recherchait une aide
humanitaire et également, c'est pas et ou, c'est et pour combattre l'insécurité. Mais concrètement, ça veut dire que vous m'envoyez des troupes pour combattre l'insécurité, ça implique un affrontement direct. Quels sont les pays qui sont prêts à envoyer des soldats venir mourir sur le sol haïtien, à se battre contre des gangs? Est-ce que l'ONU ira jusque-là? Bon, a priori, il n'existe pas de pays qui souhaitent envoyer leurs jeunes hommes et femmes dans certains cas d'aller mourir dans d'autres pays. D'aller mourir en Haïti, même par solidarité. Et par exemple, du Sénégal, un des pays, des plus grands pays contributeurs de troupes dans les missions de maintien de la paix. Je doute que les Sénégalais seraient aptes à vouloir venir mourir en Haïti, malgré ce que représente Haïti pour la liberté des Africains pendant la période coloniale esclavagiste. Ok, voilà. Cependant, probablement l'ONU trouverait des troupes. Parce qu'il y a des pays comme Fidji, Sri Lanka, le Pakistan, même l'Inde. On a eu des Pakistanais ici absolument. Déjà. Et le Sénégal, qui seraient aptes à le faire. Ils le font assez souvent. Cependant, le problème, c'est que l'héritage de la MINUSTAH est tellement lourd que c'est extrêmement difficile. Maintenant, je crois que dans le langage de la requête, il y avait forces spécialisées, on dit, non? Oui. Bah, voilà. Des forces militaires. Non, c'était forces militaires spécialisées. OK. Oui. Bon, dans la mission de la paix, il existe aussi des forces de police constituées, telles, par exemple, le SWAT. Haïtien, c'est une force de police constituée. Et le Sénégal avait fourni une telle force, un contingent. L'Inde avait fourni un contingent. À un certain point, le Pakistan également avait fourni un contingent de ces troupes-là. Mais ce ne sont pas des soldats, ce sont des policiers qui sont formés dans des opérations spéciales, mais ce sont des policiers. Et donc, au niveau bilatéral, il existe 3 pays qui pourraient intervenir et qui l'avaient déjà fait en Haïti en 2004. Pour les prendre par ordre alphabétique, le Canada, les États-Unis et la France. Ils ont ensuite passé la maillette, après la résolution du Conseil de sécurité, à la MINUSTAH. Donc, il y avait le Brésil, c'est le Brésil. Non, en fait, le Brésil avait pris le commandement de la MINUSTAH. Le commandement, oui. Mais au lendemain du départ du président Aristide, ce sont des Canadiens, des Américains et des Français qui sont venus. Donc, ces 3 pays disposent des atouts dans la région pour le faire. Prenons d'abord le Canada. Le Canada est trop loin. Okay? Le Canada est loin. La France, pas si loin, Martinique, Guadeloupe, dispose aussi des capacités pour le faire, des hélicos et des troupes qui sont capables de... Et la marine. Voilà. Et les États-Unis, absolument. Les États-Unis peuvent le faire dans une dizaine de jours. Cependant, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, si vous regardez le positionnement des forces irrégulières qui sèment la terreur à Port-au-Prince, ils encerclent carrément, n'est-ce pas, Port-au-Prince? Oui. Donc, il faudrait avoir une évaluation de besoins. Où se trouvent ces gens-là? Comment les déloger? Et des hélicoptères ne suffiraient pas. Il faudrait qu'il y ait des bottes sur le terrain. Est-ce que vous ne pensez pas que les services secrets, qui certainement sont en train d'agir là maintenant pendant qu'on parle, vous ne croyez pas que les services secrets ont déjà établi une carte précise de tous les points, de tous les postes de commandement de ces différents gangs et qui savent exactement non seulement les noms de ces gens, mais où ils se trouvent et qui seraient capables à ce moment-là de cibler de manière presque chirurgicale leurs interventions? J'ai 2 réponses à cette question. La première, c'est que ce serait aberrant que ce ne soit pas le cas, ce que vous dites. Okay? Et la deuxième réponse, c'est que le 16 octobre, je crois, 2021, c'était, les gens qui se trouvaient dans la plaine du cul-de-sac, qui s'appellent des Marozo, je crois qu'ils s'appellent, ils avaient enlevé 16 Américains et un Canadien.
les Américains et les Canadiens avaient dû attendre que ces messieurs décident de libérer ces otages. Ils ne s'estimaient pas capables de mener une opération qui pourrait à la fois libérer les otages sans qu'ils n'aient subissent de pertes. Ouais. Voilà. Donc, autant dire que vous avez raison, la prémisse de votre question, mais c'est aussi compliqué parce que c'est aussi en période urbaine. Mes excuses, un milieu urbain et qui nécessite une certaine précision chirurgicale pour éviter les dégâts collatéraux, etc. Voilà, et ça c'est extrêmement difficile. Donc il faudrait qu'il y ait également des bottes sur le terrain. Maintenant, M. Biden ne se sentirait pas trop à l'aise parce qu'il est sur le point. Son pays est sur le point d'avoir des élections dans je crois, 25 ou 26 jours, le 8 novembre. Dans moins d'un mois. Les élections de mi-mandat. Le Canada, le Premier ministre Justin Trudeau n'a pas cette préoccupation. Il vient, je crois, il y a 1 an et demi, je ne me rappelle plus, d'être réélu plutôt. Donc, il a la main plus ou moins libre au niveau politique. Mais le Canada, ça comporte quelques difficultés logistiques pour le Canada, parce que c'est quand même un peu loin d'Haïti, il faudrait des hélicoptères et ainsi de suite, et il faudrait aussi des gens. Pour la France, c'est aussi un petit peu compliqué, parce que la Guadeloupe et la Martinique sont un petit peu loin. Donc, ce n'est pas quelque chose... Et si on utilise l'ONU, après une éventuelle résolution, qui pourrait peut-être sortir le 21 octobre, et ce n'est pas forcément sûr, parce que cette réunion comporte 3 aspects, n'est-ce pas? Il y a l'examen de l'état de la situation, enfin des pourparlers politiques qu'Haïti est supposé fournir au Conseil d'ici le 17 octobre, lundi. Il y a également les séances de 90 jours à partir du 15 juillet. Ça, c'est le paragraphe 5 sur les sanctions contre ceux qui financent et qui ou bien fournissent des armes aux groupes armés. Mais là aussi, ils ont dit qu'ils avaient déjà établi la liste complète de ces gens-là. Voilà, donc il y a cette échéance, mais de toute façon, il faut que ça soit examiné en Conseil de sécurité. C'est ça. Et puis il y a un troisième rapport, il y a une troisième décision à prendre, c'est que dans la résolution, le Conseil de sécurité demande au BINU et au gouvernement haïtien de faire état des besoins de la police nationale d'Haïti pour pouvoir intervenir dans cette situation de sécurité. Et c'est ce paragraphe-là, 10, le pénultième paragraphe de la résolution, que le Premier ministre a utilisé pour faire part à la communauté internationale du fait que la police nationale aurait besoin du soutien de la communauté internationale. Donc voilà, c'est ça le carcan. Si on utilise l'ONU, il faudrait, après une éventuelle résolution, trouver les pays, comme vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas facile, ce n'est pas donné d'avance, ce n'est pas acquis d'avance, qui voudraient intervenir, qui voudraient contribuer des troupes, envoyer un contingent. Et ça peut prendre, une fois la décision prise, entre, je vais dire, 2 à 4 mois. 2 à 4 mois. C'est une des questions que j'allais vous poser. Pour que ces gens arrivent ici en Haïti, ça va prendre un peu de temps. Dernière question très rapidement. Quelles sont les chances ou les possibilités, d'après vous, que cette force multinationale compte un certain nombre de contingents de soldats américains? Zéro. Bon, net et catégorique. J'ai du mal à concevoir. Okay? D'habitude, je ne fais pas ça. Mais j'ai du mal à concevoir le président Biden envoyer des troupes ici sur le terrain. Et puis, un bonhomme armé, parce que c'est ce qu'ils sont, il tue, n'est-ce pas? Un Américain, en pleine période électorale, même après les élections, j'ai du mal à le concevoir. Parce que finalement, peut-être après les élections. Quand on regarde les expériences passées, en tous les cas, moi j'avais noté, je ne sais pas si c'est vérifiable ou vérifié, que partout où c'était des soldats américains qui, disons, faisaient la police ou intervenaient, tout le monde était au garde à vous. Parce qu'ils savaient, et ça, bon, je l'ai su indirectement. C'est déjà arrivé ici. C'est déjà que ces soldats, quand ils s'étaient envoyés en Haïti, que ce soit sous le chapeau de l'ONU ou tout, ils étaient envoyés dans un pays en guerre. C'est-à-dire que c'était les lois de la guerre qui s'appliquaient.
Bon, quand ils sont Quelle venus est en la loi de la 94, il n'y avait pas vraiment ça. Pas en 94. En 2004, il y avait quand même la bande à Guy Philippe, mais ils étaient suffisamment intelligents pour ne pas s'en prendre aux Américains. Ouais, voilà. Très bien. Parfait. Mais ce sont des soldats. Et quand vous envoyez des soldats, vous ne pouvez pas trop contrôler leur comportement. Il va y avoir des dérives, comme par exemple l'implantation du choléra, et puis aussi les petits-enfants de la MINUSTAH qui sont laissés en Haïti sans papa. Et d'autres situations malencontreuses. Sans compter les chèvres et cabrites. Voilà, exactement. Ouais. Bon, alors, un chiffre comme ça. Quelles sont les chances, d'après vous, que cette demande reçoive une réponse positive? Avant de vous laisser répondre, je rappelle quand même que on a eu là actuellement la venue de M. Brian Nichols, qui est un poids lourd, hein, quand même sous-secrétaire d'État de l'hémisphère, et il y a toute une série d'autres hauts responsables de l'administration Biden qui devaient se succéder. Au fait, est-ce que vous savez ce que cette visite de M. Brian Nichols a donné? Parce qu'il n'y a pas eu de déclaration que je sache. Bon, ce matin, la question m'a été posée par votre collègue Jean-Jules Desauguste. J'avais opiné que la visite de M. Brian Nichols était routine et n'avait abouti à absolument rien. S'il avait tenté peut-être de réunir les principaux acteurs haïtiens et de rester un peu sur le terrain, le but, oui. Parce que c'est quand même les États-Unis. Hein, les gens sont aptes à tenter à subir la pression des Américains. Il y a peu de dirigeants haïtiens qui peuvent vivre sans le visa américain. Je suis certain qu'il y a des gens qui sont extrêmement nerveux là. Très bon point. Qui sont inquiets. Très bon point. Monsieur Nichols, apparemment, ou du moins ce sont peut-être les instructions qu'il avait reçues du secrétaire d'État Blinken, apparemment il n'a pas utilisé de toutes ses latitudes et de toute l'influence qu'il aurait pu utiliser. Maintenant, en tant qu'Haïtien, ça me fait extrêmement mal de penser ainsi, mais la situation est telle que à un certain point, il va y avoir une pression énorme sur les dirigeants haïtiens, qu'ils trouvent une formule pour tenter de couper la poire en deux et qu'on puisse avancer vers un gouvernement plus large et pour qu'on puisse bouger sur le point sécuritaire, sur les réformes institutionnelles et les élections. Donc, M. Nichols aurait pu faire plus. Dans ce sens, je pense que je ne sais pas quel objectif on lui avait fourni. Il avait avec le numéro 2 de la commande méridionale des forces armées américaines, qui est basée à Tampa, en Floride. Absolument. Peut-être que monsieur était venu faire son travail et monsieur Brian, monsieur Nichols plutôt, fournissait une espèce de couverture. Mais à première vue, la mission de M. Brian, selon moi, est un échec. Est un échec. Bon, parce que quand même, si on prend les signaux, il y a quand même là maintenant, au moment où nous parlons, des gardes-côtes dans les eaux haïtiennes. Monsieur Clank, c'est du théâtre. Quand les Américains veulent démontrer leur force, leur puissance de frappe, ils envoient le US Navy avec les big guns. Ça c'est un navire qu'on utilise pour interdire la drogue en haute mer et pour interdire les voiliers de fortune haïtiens d'aller en Floride. Ils déguisent ça comme ça et puis ils nous font marcher, quoi. C'est du théâtre. La rumeur disait qu'ils étaient là pour combattre les actions en mer des gangs. Ah, c'est du théâtre. Un seul navire pour faire tout ça. Nous avons une côte longue de quoi? De 1300 km. C'est un seul navire qui est là? Bon, moi, je crois que c'est un seul navire. Bon, de toute façon, c'est du théâtre. Quand les Américains veulent démontrer leur force de frappe, par exemple, ils auraient pu envoyer 4 à 6 gunships Black Hawk survoler Vareux. Et je vous assure que avec des mitrailleuses lourdes, je crois que les gens qui sont en train d'assiéger Vareux maintenant, ils comprendraient le message. Un passage de 2 ou 3 hélicoptères. Ils n'ont même pas atterri. Donc pour moi, le navire, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Bon, eh bien... du folklore à l'américaine. BS. BS. Pour ceux qui parlent anglais. Bon, eh bien, écoutez, je crois qu'on a un petit peu épuisé les questions que je voulais vous poser. En admettant que les troupes viennent, dans combien de temps pensez-vous qu'elles vont pouvoir régler le problème de l'insécurité? Est-ce que ce sera un travail ardu?
de longue haleine, ou bien est-ce que ça peut être réglé rapidement? Comme vous dites, quelques passages d'hélicoptères et puis tout le monde... Oui, alors les passages d'hélicoptères règlent le problème conjoncturel, n'est-ce pas? Vareux, par exemple. Vareux, par exemple. Je serais complètement fou de m'en prendre à des gunships américains, ok? Voilà. Mais le problème de fond comporte des aspects économiques, politiques et sociaux qu'une simple intervention policière ou sécuritaire ne peut pas gérer. Donc, il faut un accompagnement et ça va prendre du temps, et, à moyen et à long terme. Parce qu'il existe des situations, l'asphyxie économique, les questions d'intégration sociale, les questions de mauvaise gouvernance ou encore de manque de gouvernance d'Haïti qui ont conduit à cette implosion nationale qu'une intervention ponctuelle ne peut pas gérer. Et c'est là que la MINUSTAH a connu un échec, parce que la MINUSTAH, qui est restée de 2004 à 2017, ça fait 13 ans, n'avait pas le mandat de consolider ou bien encore d'asseoir des acquis en matière économique, en matière politique et en matière sociale. Et ça, c'est le travail des Haïtiens. Et donc, ceux qui pensent qu'une intervention va pouvoir régler ça, et ceux-là, de toute façon, les troupes ne vont pas rester indéfiniment, je ne crois pas pendant 13 ans. Et aussi, qui va, une fois par exemple, libéré, et il faudra quand même qu'il y ait des bottes sur le terrain pour s'assurer que monsieur le préparateur de poulet boucané ne revienne pas. Qui va assurer ça? Je ne crois pas, j'ai du mal à croire que Biden va envoyer des troupes pour faire ça. Oui. Bon, enfin, il y a un point que j'ai noté et qui, je crois, est important, c'est qu'on n'entend plus aujourd'hui les hauts responsables de l'international dire et répéter que ce problème est un problème haïtien qui doit être réglé par les Haïtiens. Ils disent ça. Ils le disaient, ils le disent moins. Est-ce que ça signifie que maintenant ils sont en train d'intégrer l'idée que un possible envoi de troupes fait partie des choses envisageables? Bon, moi je veux l'interpréter comme ça, mais... Oui, non, absolument. Non, c'est clair. Okay. Monsieur Blinken a bien dit que la domaine est en train d'être considérée. Donc, ils savent que dans l'immédiat, il faudrait qu'il y ait un appui à Haïti. Mais maintenant, pour la question de consolidation, pour la question structurelle, de régler le problème haïtien, de telle sorte qu'Haïti devienne un pays où les élections deviennent routine, où la résilience légendaire des Haïtiens est traduite en plan et programme, n'est-ce pas, de développement et de croissance économique. Ça, ce n'est pas quelque chose que la communauté internationale peut faire, ou encore d'asseoir une gouvernance pour ce pays. Ça, c'est le travail des Haïtiens. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ouais, mais j'ai comme l'impression qu'ils sont prêts à tenter, n'est-ce pas, de fournir un appui en matière sécuritaire. Quelle forme cela va prendre, c'est difficile à... Ça reste à définir. Ça reste à définir. Ben écoutez, Monsieur Louis, merci infiniment de nous avoir consacré un peu de votre temps et surtout d'avoir éclairé un certain nombre de points sur cette question dont je disais en introduction qu'elle retient l'attention de tout le pays. Tout le monde est là, presque à guetter le bruit des hélicoptères, savoir quand ça va se faire, etc. Parce que vraiment, on est à bout là maintenant. Je crois qu'on peut plus. Et j'en suis à bout. Voilà, absolument. Moi aussi. Merci infiniment. Tout le plaisir pour moi. À très bientôt. À très bientôt. Voilà. C'était Monsieur Pierre-Antoine Louis, ancien diplomate de carrière, spécialiste des relations internationales et ancien militaire, qui portait un regard sur cette fameuse demande du gouvernement d'Ariel Henry adressée à l'ONU pour que l'ONU envoie une force militaire multinationale aider la PNH à résoudre le problème de l'insécurité. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.